Bonjour à tous et merci d'être venus m'écouter parler d'un sujet qui m'est cher, les langues autochtones, non pas d'Amérique du Nord comme l'annonce le programme, c'était mon premier projet, mais je crois qu'on va se limiter au Canada parce qu'il y a déjà pas mal de choses à dire et si vous avez des questions sur les États-Unis, je veux bien y répondre également sur des côtés ou des caractères plus spécifiques aux langues autochtones aux États-Unis. Le thème donc de la thématique de ces journées, l'envie de vivre, la question qu'on va se poser, c'est peut-on vivre sans sa langue? Et je vous propose de prendre pour exemple le cas de langues particulièrement fragilisées, ce sont les langues autochtones du Canada. Pour vous donner une idée, les peuples autochtones au Canada représentent 1,8 million d'individus, ce sont les chiffres qui datent de 2021, et le dernier recensement est assez récent, soit 5% de la population canadienne, qui sont répartis en 3 catégories, comme vous le voyez sur le schéma que je projette, les Premières Nations, qui sont les plus nombreux, les Métis, qui forment une catégorie à part au Canada, et les Inuits, qui sont les moins nombreux. Sur le plan linguistique, on distingue 8 grandes familles de langues. On va faire un panorama peut-être pour commencer des langues autochtones au Canada, pour qu'on sache de quoi on parle. On distingue 8 grandes familles linguistiques au Canada. Je vous ai mis une carte qui vous montre la distribution géographique de ces langues. Il faut savoir que, contrairement aux États-Unis, cette distribution géographique a très peu varié depuis la colonisation, car il n'y a pas eu de mouvement ou de déplacement de population conséquent au Canada, contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis, où on a déplacé par exemple les Indiens Cherokee de la Géorgie, du Tennessee, en Oklahoma. Il y a eu aux États-Unis l'Oklahoma qui a été créé au 19e siècle pour devenir une immense réserve indienne, même si ensuite on a découvert de l'or en Oklahoma, donc forcément vous vous doutez de ce qui s'est passé. Voilà. Au Canada, il y a eu quelques déplacements, mais ils n'ont pas été significatifs, ils ont été moindres et sur le plan géographique, les populations ont été déplacées sur des aires assez proches de leur aire d'origine. Ce que je vous propose, donc, c'est qu'on passe en revue ces 8 familles linguistiques et pour que ces langues vivent, il faut qu'elles résonnent et qu'on les écoute. Donc, je vous propose d'écouter un locuteur d'une langue de chacune de ces familles pour que notre oreille commence à s'habituer et commence à distinguer les variétés, donc l'incroyable diversité de ces langues. La première famille linguistique, donc, je vais un peu trop vite, c'est les langues inuit-aléoutes. Au Canada, on en dénombre 2, l'inuktitut et l'inuktun ou inuvialuktun. Ce sont les langues parlées par les Inuits. L'inuvialuktun, c'est une variante de l'inuktitut qui est parlée dans l'ouest de l'Arctique canadien. Donc des langues, vous le voyez, qui sont parlées dans la région arctique et qui incluent les langues aléoutiennes. Mais les langues aléoutiennes, on parle des îles aléoutiennes, on n'est plus au Canada. Et qui inclut bien sûr l'inuktitut parlé au Groenland également. Je vous propose d'écouter une locutrice donc, de l'inuktitut. Barba 7 yunga ekalone inuniko yunga pero se malongalo harwami utaulatonga 1996 molautomi nalene angi yualo uvateno inuluta ovangalo imato kisiyaga nalero sulune okakhatirero natara. Ce sont des langues, donc, les premières familles de langues dont on va parler, ce sont des langues qu'on appelle des langues polysynthétiques. C'est-à-dire que ce sont des langues qui fonctionnent par concaténation de lexèmes, de morphèmes lexicaux, et qui forment des mots qui sont en fait exprimés en français ou en anglais, ou dans les langues en tout cas indo-européennes, par des phraséologies. Si vous voulez, par exemple, je peux vous donner en langue en Ehiyawiwin, qui est la langue cri, il y a un mot Wikshiluwu qui se traduit par le vent tourne ou le vent se lève. Vous voyez, un seul terme, finalement, par concaténation, s'exprime dans les langues indo-européennes par une périphrase ou par une phraséologie. C'est ça qu'on appelle les langues polysynthétiques et les langues inuit-aléoutes en font partie. Tout comme la deuxième grande famille linguistique, les langues atapascanes, qu'on appelle aussi les langues nadénées, qui sont parlées principalement dans l'ouest canadien, les territoires du nord-ouest, la Colombie-Britannique et le Yukon, et qui comptent parmi elles le Gwich'in, le Slavé, le Denesulin et le Tlishok. Et je vous propose d'écouter comme exemple, à titre d'exemple, un locuteur de langue Dene. Notre oreille
tout de suite perçoit des différences avec la langue inuktitut. Vous voyez, on est tout de suite sur la piste quand même de différences linguistiques sur le plan phonologique qui sont assez perceptibles à l'oreille. Vous voyez d'ailleurs les syllabaires, hein, j'en parlerai, je n'ai pas trop le temps d'en parler là, mais si dans vos questions vous avez des questions sur les syllabaires, c'est-à-dire la représentation graphique de ces langues, nous pourrons en parler, je pourrai y répondre. La troisième grande famille linguistique qui est la plus parlée au Canada, ce sont les langues algonquiennes. Les langues algonquiennes se concentrent principalement sur l'Est canadien et la région des Prairies, mais le nord de la région des Prairies, le nord de la Saskatchewan et le nord du Manitoba. On compte parmi cette famille linguistique le Nehiyawewen, qui est la langue Cri, l'Anishinaabe-Mowin, qui est l'Ojibwe, l'Inuaimun, qui est parlé le long du Saint-Laurent, de la côte nord du Saint-Laurent jusque dans le Labrador, et le Mi'kmaq, ou Micmac, Micmac est le pluriel, donc le Mi'kmaq. Et on compte une langue algonquienne dans les prairies canadiennes, c'est le Siksika-Ipomoashin, qui est la langue parlée par les Indiens pieds noirs, les Siksika, donc des prairies canadiennes. Je vous propose d'écouter un locuteur du Nehiyawewen, de la langue Cri. Tanse osamas kusasron sika son. Mimiosta kaikaneo ino, nia, nista naupiako sa nia topanan. Inote kesinawahama ta Nehiyawewen. Notre quatrième famille linguistique, ce sont les langues iroquoiennes, hein, qui comptent au Canada, hein, je ne parle pas des États-Unis, au Canada, les langues Haudenosaunee. Haudenosaunee, c'est l'ethnonyme qu'utilisent les Iroquois dans leur langue, justement, pour se désigner, hein, et qui compte le Huron-Wendat également, qui est parlé par les communautés Wendat du Québec et de l'Ontario. Et je vous ai mis comme exemple un locuteur Mohawk, c'est-à-dire Haudenosaunee. On perçoit d'autres différences encore, et ce sont toujours des langues polysynthétiques. Donc ces quatre familles sont des langues polysynthétiques. On passe dans des langues qui ne sont pas des langues polysynthétiques, et la cinquième grande famille linguistique au Canada, ce sont les langues Siouan, hein, les langues parlées par les Sioux. Alors aux États-Unis, les Lakota, au Canada, ce seront les Nakota et les Nakota, les Assiniboine et les Indiens Stoney qui habitent dans les prairies canadiennes. Oups, j'ai été un peu trop vite. Tant pis, ça ne veut pas marcher. Je vous avais mis un locuteur donc, du Nakota pour vous donner une idée. Mais vous trouverez assez facilement sur YouTube, hein, de toute façon, des locuteurs de ces langues, donner des exemples donc, de discours dans ces langues. Les langues, la famille linguistique suivante, ce sont les langues. Je suis en train de faire n'importe quoi. Oui, gérer la technologie, ce n'est pas toujours évident. La famille linguistique suivante, ce sont les langues salishaines. Les langues salishaines sont parlées donc en Colombie-Britannique, le Nukshal, le Squamish, le Secwepemcin, hein, qui sont des langues, vous allez l'entendre si le fichier son fonctionne. On perçoit des phonèmes, consonnes notamment, qui sont étrangers aux langues indo-européennes et qui d'ailleurs posent des problèmes de transcription alphabétique quand on essaie de retranscrire ces langues. Ce sont des langues qui ont un système consonantique extrêmement complexe donc, et difficile à retranscrire avec l'alphabet latin en tout cas. Les langues Wakashan, donc une autre famille linguistique de la côte pacifique, le Kwakiutl, le Nuchanut. Et je vous ai mis un locuteur du Kwakiutl comme exemple. La septième et avant-dernière famille linguistique, non, la huitième, pardon, je suis au bout de ma liste, ce sont les langues sinchianiques, le Nishka et le Tsnishian, qui sont également parlées essentiellement en Colombie-Britannique. Et j'ai mis comme à titre d'exemple un locuteur du Smishian.
Gibam nacha di wayu. Lach gibudi bt ero. Mach lachatla di wil wadgo. Skoge jauk wadi na gwadu. Lach skiek die bt echt. À ces 8 familles linguistiques s'ajoutent 2 langues orphelines que les linguistes appellent des isolats, le Haïda, qui est parlé en Colombie-Britannique par les Haïda, et le Kootenai, qui est également parlé par les Kootenai de Colombie-Britannique, qui sont, à titre d'isolat, des langues particulièrement menacées aujourd'hui. Je vous ai fait écouter ces langues pour qu'elles existent dans cet auditorium aujourd'hui, pour qu'on les entende, pour que nos oreilles les perçoivent, mais également je voulais que vous perceviez l'incroyable diversité linguistique et culturelle qu'offrent les peuples autochtones du Canada. Une des premières manière d'inféoder l'Indien lors de la colonisation du Canada, enfin des Amériques en général, a été de réduire l'Amérindien à une unicité, une identité indienne unique, qui est fabriquée en fait par les Européens. On sait très bien que l'erreur vient de Christophe Colomb. On pense être parvenu à rejoindre les Indes. On appelle les peuples autochtones les Indiens et on colle un stéréotype, le stéréotype du sauvage. Alors ça peut être le bon sauvage, ça peut être le sauvage sanguinaire, ça a varié en fonction des époques, mais une identité qui est unique et qui rassemblerait en fait tous les Indiens d'Amérique du Nord et tous les Indiens d'Amérique du Sud ou de Mésoamérique. En fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'il y a une diversité linguistique et culturelle absolument phénoménale au Canada et aux États-Unis. Rien que pour parler du Canada, plus de 70 langues autochtones sont parlées au Canada. Ça vous donne une idée. Je ne vais pas tellement avoir le temps de vous parler, je pense, de la colonisation du Canada, parce qu'en fait, tout est lié aux politiques coloniales. Je vais les résumer de manière très succincte. Si vous avez des questions, notamment sur ce qui s'est passé du temps du Canada français, c'est-à-dire de la Nouvelle-France, je serai ravi d'y répondre en fin d'intervention. Je vais me concentrer peut-être sur la période qui commence au moment où le Canada devient une confédération, c'est-à-dire au moment où le Canada cesse d'être une colonie britannique, en 1867, la création de la Confédération canadienne. Elle a coïncidé avec 9 ans plus tard, l'adoption d'une loi qui est la loi sur les Indiens, qui définit toujours aujourd'hui le statut d'Indien au Canada, donc une loi de 1876. Et en 1883, la création des pensionnats indiens du Canada, dont nous allons parler, les tristement célèbres pensionnats indiens du Canada, puisqu'ils ont fait la une des journaux récemment, dont nous allons parler dans quelques minutes. Après ce panorama donc des langues autochtones au Canada, je vous propose un état des lieux. Qu'en est-il aujourd'hui, en 2021, de ces langues au Canada? En 2019, donc, l'UNESCO a décrété que cette année serait l'année internationale des langues autochtones, l'année 2019. L'UNESCO a donc mené des études, a financé des études, des conférences sur les langues autochtones, et il est ressorti de ces travaux qu'environ 6700 langues sont connues dans le monde, et sur ces 6700 langues, on estime que 4000 sont parlées par des peuples autochtones. 4000 langues sur 6700 parlées par des peuples autochtones. L'UNESCO a estimé qu'en l'absence de politique efficace, la moitié de ces langues auront disparu avant la fin du XXIe siècle. Et forcément, parmi la moitié de ces 6700 langues qui sont a priori vouées à disparaître, la majorité, l'immense majorité, sont bien sûr des langues autochtones. Au Canada, donc, c'est un peu plus de 70 langues autochtones qui sont parlées et qui ont survécu à la colonisation. Il y a très peu de langues autochtones éteintes au Canada par rapport aux États-Unis. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur les États-Unis pour l'instant, mais c'est pareil dans vos questions. Je peux éventuellement évoquer les raisons qui expliquent cette différence entre le Canada et les États-Unis. Il y a très peu de langues éteintes, donc, mais il y a énormément de langues en danger. Selon les catégories définies par l'UNESCO, environ la moitié des 70 langues autochtones parlées au Canada sont en danger d'extinction. Un quart sont en danger et le quart restant sont vulnérables. En danger critique, la moitié. En danger, un quart. Et un quart vulnérable. C'est vous dire l'ampleur du problème. Statistique Canada, qui est l'organe canadien, l'organe fédéral canadien qui s'occupe des recensements et des statistiques, a estimé dans une étude en 2011 que seules 3 langues autochtones étaient viables au Canada. Le Nehiyawewen, la langue Cri, l'Inuktitut, pardon, je dis des bêtises, et l'Anishinabemowin, la langue Ojibwe. Donc sur plus de 70 langues, on estime que seulement 3 langues sont viables au niveau par rapport au nombre de locuteurs
de langue maternelle restant est capable de transmettre la langue aux futures générations. Quelques chiffres encore. Lors du recensement de 2021, 10% des autochtones, des personnes s'identifiant comme autochtones au Canada, se sont identifiés également comme locuteurs de langue maternelle autochtone, d'au moins une langue autochtone. Donc seulement 10% des autochtones s'identifient comme étant locuteurs maternels d'une langue autochtone. C'est dire l'ampleur de la non-transmission ou de la rupture de transmission de ces langues dans les familles et les communautés autochtones au Canada. Ça représente 189 000 personnes qui s'identifient comme locutrices d'une langue autochtone au Canada. C'est un chiffre qui enregistre une baisse de 8,1% par rapport à 2016. En 5 ans, on enregistre une baisse de 8,1% du nombre de locuteurs de langue maternelle autochtone au Canada. Ça montre également que c'est une population plutôt âgée, à mon sens, qui sont locuteurs de langue et locutrices de langue maternelle autochtone au Canada. Et on ne peut que s'interroger sur le rôle de la pandémie et du Covid sur ce déclin également. Il y a eu un article très, très intéressant publié aux États-Unis par un journaliste Lakota, c'est-à-dire Sioux, qui évoquait le nombre d'aînés, le nombre d'anciens qui disparaissaient, qui mouraient du Covid, et qui étaient autant de personnes qui auraient pu continuer à transmettre et qui ne peuvent plus le faire. Quant aux personnes capables de parler une langue autochtone, c'est-à-dire pas forcément locuteurs ou locutrices de langue maternelle, mais capables de le parler, ce nombre est en baisse de 4,3% également par rapport à 2016. Représente uniquement environ 11% des autochtones au Canada qui sont capables de parler une langue, même s'ils n'en sont pas locuteurs de langue maternelle. C'est ce que les linguistes appellent un phénomène de perte accélérée, en fait, des langues. C'est assez unique dans le monde, mais les États-Unis et le Canada sont deux exemples de phénomènes de perte accélérée des langues indigènes, des langues autochtones. Cet état des lieux donc n'est pas reluisant, vous le voyez bien, est plutôt inquiétant. Et je vous propose maintenant d'identifier les problèmes donc, qui ont conduit à cette situation ou qui font que cette situation perdure ou ne tend pas à s'améliorer, puisqu'on voit que les chiffres sont en baisse. Bon, le premier facteur, c'est évidemment le déclin démographique des autochtones au Canada. C'est un facteur démographique dû en partie aux épidémies, c'est ce qu'on a appelé le choc bactériologique, c'est-à-dire le fait que les populations amérindiennes n'étaient pas immunisées contre certaines maladies que les Européens ont amenées et qui ont dévasté des communautés entières. Les famines, bien évidemment, on pensera par exemple au massacre des bisons dans les Grandes Plaines et les prairies canadiennes et états-uniennes qui ont été une stratégie adoptée par les gouvernements respectivement canadiens et états-uniens pour asservir ou soumettre les peuples autochtones, puisque quand on n'a pas à manger, quand on meurt de faim, eh bien on cesse de résister souvent et on accepte de se laisser par exemple enfermer sur une réserve et de dépendre des aides du gouvernement. Selon les estimations les plus basses, on estime qu'avant la colonisation, alors bien sûr on n'a pas de chiffres précis sur l'époque avant la colonisation, mais les estimations les plus basses estiment qu'il y avait entre 400 et 500 000 autochtones au Canada au début du XVIe siècle, entre 400 et 500 000. Les estimations les plus hautes jusqu'à 2 millions, on monte jusqu'à 2 millions. Donc si on coupe la poire en deux, on va dire environ 1 million d'autochtones au Canada avant la colonisation. Au début du XVIe. En 1867, lorsque le Canada devient une confédération, il n'en reste plus qu'entre 100 et 125 000 autochtones. Ça vous donne une idée du déclin démographique, de l'ampleur du déclin démographique des populations autochtones au Canada. Le solde démographique des populations autochtones au Canada est resté négatif jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ce qui est assez rare. Il s'est stabilisé au début du XXe siècle et il n'a commencé à croître que depuis les années 1950, c'est-à-dire les populations autochtones n'ont commencé à enregistrer un solde démographique positif qu'après les années 1950. Bien sûr, une autre raison, outre le paramètre, le facteur démographique, sur ce phénomène de perte accélérée des langues autochtones au Canada et des cultures autochtones au Canada, ce sont les pensionnats indiens du Canada. Je vous ai mis quelques photos qui illustrent donc ce qu'ont pu être les pensionnats indiens du Canada. C'est un système qui a fonctionné des années 1883 jusqu'aux années 1970, donc assez récemment, et qui visait à désindianiser l'Indien. C'est-à-dire qu'il s'agissait de rendre la scolarité obligatoire pour tous les enfants indiens à partir de l'âge de 5-6 ans.
de ne pas créer d'écoles sur les réserves de façon à ce que les parents ne puissent pas scolariser leurs enfants à proximité des familles et des communautés, de contraindre donc les enfants à aller dans des pensionnats, c'est-à-dire, vous l'avez compris, de les envoyer le plus loin possible, de les couper le plus possible de leur culture d'origine, de leur langue d'origine. Ces pensionnats étaient conçus sur le modèle des maisons de redressement et ce qu'on appelait les reform schools en Angleterre, dans l'Angleterre victorienne du 19e siècle, c'est-à-dire sur un modèle carcéral finalement, et de coercion et de confinement, de punition et de confinement. Je vous ai mis quelques photos donc, de ce qu'ont pu être les pensionnats indiens. Ce qui frappe sur toutes ces photos, c'est l'absence de sourire sur le visage de tous ces enfants et la détresse qu'on peut lire, je pense, dans les yeux de certains enfants indiens. La politique donc consistait à désindaniser l'Indien, à réformer l'Indien. Et vous voyez, ces photos étaient très populaires donc, à la fin du 19e et au début du 20e, les before-after. Celle-là, elle est états-unienne, elle n'est pas canadienne, c'est un jeune Indien Navarro. On les prenait en photo le jour de leur intégration au pensionnat et 1 ou 2 ans après. Moi, je trouve que cette photo est parlante. Elle montre l'ampleur de la transformation et de la désindianisation de l'Indien dans ces pensionnats. Alors, il s'agissait officiellement d'assimiler l'Indien, mais dans la réalité, il s'agissait en fait de le déculturer, puisqu'on apprenait aux enfants indiens suffisamment d'anglais pour qu'ils puissent comprendre la Bible et comprendre ce qu'on leur demandait de faire, mais pas trop d'anglais non plus, pour pas quand même qu'ils deviennent trop intelligents ou qu'ils prennent trop de pouvoir ou qu'ils puissent poursuivre des études, notamment. On éduquait l'Indien à la mesure de ce qu'il était capable de comprendre. Alors c'était une théorie extrêmement racialiste au départ. Elle était fondée sur la théorie des couleurs et des races et le fait que la race rouge, comme la race noire, aurait moins d'aptitude intellectuelle que la race blanche. Donc ce n'était pas la peine d'éduquer les Indiens au-delà de ce qu'ils pouvaient comprendre ou de ce qui pouvait leur être utile. Non. Ces pensionnats indiens qui ont fonctionné, vous l'avez compris, pendant un siècle et auxquels on pourrait ajouter ce qu'on a appelé the 60s scoop dans les années 60, c'est le fait que de nombreux enfants autochtones au Canada ont été enlevés à leur famille par les services sociaux et ont été placés dans des familles non autochtones, soit à l'adoption, soit en famille d'accueil non autochtone. C'était une autre manière, quand les pensionnats ont commencé à décliner, c'était une autre manière d'écarter, d'isoler les enfants autochtones de leur communauté, de leur langue et de leur culture. Ces pensionnats indiens ont fait l'objet d'une commission de vérité et de réconciliation au Canada, 2008-2015. Vous avez en photo les 3 commissaires qui ont dirigé les travaux de la CVRC, qui a publié un rapport en 2015 en 6 volumes de plus de 4000 pages sur les pensionnats indiens du Canada, un rapport passionnant, qui est le travail le plus abouti jusque-là sur l'histoire des pensionnats indiens et sur les témoignages de survivants qui ont rassemblé des témoignages de survivants des pensionnats. Et je vous propose de lire ensemble ce témoignage de Pierrette Benjamin qui est assez révélateur de ce qu'ont pu être les répressions ou les sanctions mises en place pour empêcher les enfants indiens de parler les langues autochtones. Ils ont pris un gros morceau et ils l'ont mis dans ma bouche. Et la directrice, elle me l'a mis dans la bouche et elle a dit « mange-le, mange-le ». Et elle m'a montré quoi faire. Elle m'a dit de l'avaler. Elle m'a mis la main devant la bouche. Alors je mâchais, j'ai dû avaler. Alors je l'ai avalé. Quand j'ai dû ouvrir la bouche, vous montrer que j'avais avalé. Et à la fin, j'ai compris. Et elle m'a dit, c'est une langue sale, c'est le diable qui parle par ta bouche. C'est pour ça qu'il fallait la laver, parce qu'elle était sale. Donc, vous voyez, la sanction qu'a subie Pierrette Benjamin au pensionnat de Latuc. Latuc, c'est au Québec, c'est dans le nord du Québec, lorsqu'elle était pensionnaire dans les années 70, pour avoir osé employer sa langue maternelle au sein du pensionnat. Il y a même des témoignages qui évoquent des enfants autochtones qui sont morts parce qu'on leur a introduit des morceaux de savon dans la bouche et qui se sont étouffés avec le savon qu'on leur introduisait dans la bouche. On aura compris que ce système avait pour but d'inculquer à l'enfant indien la honte de son identité tribale, à l'enfant amérindien la honte de son identité tribale, la honte de son indianité, de désindianiser l'Indien. On pense donc au lavage de bouche, on pense aux bains forcés que les enfants indiens subissaient quand ils intégraient le pensionnat, la coupe de cheveux, on changeait leur nom autochtone en un nom chrétien, etc. Le rôle des pensionnats indiens a donc été significatif dans la perte des langues et des cultures autochtones parce qu'il a coupé les enfants indiens de leur milieu d'origine
en les isolant géographiquement, mais parce qu'il a également donc inculqué une honte de ces identités autochtones. Un facteur positif aujourd'hui pourrait être le fort accroissement démographique des autochtones. Il est supérieur au Canada à celui des non-autochtones. On enregistre 9,4% d'accroissement démographique pour les autochtones au Canada, contre seulement 5,3% pour les non-autochtones. Et il s'agit en outre d'une population très jeune. 25% des autochtones sont âgés de moins de 14 ans au Canada, contre 16% pour les non-autochtones. Donc, population en fort accroissement démographique, très dynamique, population très jeune, autant de facteurs positifs qui sont contrebalancés ou nuancés par un facteur de taille, le fait qu'au Canada, les autochtones représentent seulement 10% des enfants de moins de 14 ans sur le total de la population canadienne. Ils représentent seulement 10% des enfants de moins de 14 ans, mais ils représentent 53% des enfants placés en famille d'accueil ou en foyer. Donc il y a une surreprésentation des enfants autochtones aujourd'hui au Canada dans les foyers d'accueil ou dans les familles d'accueil, c'est-à-dire hors de leur communauté. Il ne s'agit ni plus ni moins que du prolongement de mesures ou de pratiques visant à rompre le lien entre ces enfants et leur communauté, c'est-à-dire à détruire des identités tribales. Et c'est un phénomène qui est également lié à ce qu'on appelle les séquelles intergénérationnelles des pensionnats indiens, c'est-à-dire que le fait que nombre de parents autochtones qui sont passés par les pensionnats indiens ont du mal à se positionner en tant que parents parce qu'ils n'ont eux-mêmes pas vécu ce qu'était la parentalité quand ils étaient enfants. Ils n'ont pas connu l'amour d'une famille. Ils ont souvent subi des violences physiques, voire des abus sexuels. Ils sont parfois devenus dysfonctionnels, parfois devenus alcooliques. Il y a des problèmes de drogue et d'alcool qu'on ne peut pas nier parmi les communautés autochtones du Canada. Puisqu'on identifie les problèmes, un autre problème qui est assez intéressant à évoquer, c'est la notion de suicide linguistique. La notion de suicide linguistique, c'est un concept qui a été développé assez récemment pour évoquer le fait que parmi certaines communautés autochtones ou dans certaines familles autochtones, on perçoit le fait de parler la langue autochtone comme un handicap et non pas comme un avantage. C'est comme si cela allait handicaper ou allait empêcher l'intégration de l'enfant dans la société canadienne non autochtone. Donc, on tend parfois à ne pas faire apprendre les langues autochtones ou à ne pas transmettre les langues autochtones à ses enfants pour ne pas les handicaper sur le plan social et sur le plan économique. Voilà ce qu'on appelle le suicide linguistique. J'ai une de mes amies est anthropologue à l'Université d'Ottawa. Elle a travaillé notamment avec les IU. Les IU, c'est les cris de l'abbé James au Québec. Et elle me disait que parmi la communauté IU, tous les IU ne sont pas d'accord pour que leur langue soit enseignée dans les écoles aux enfants. Certains préféreraient que leurs enfants n'apprennent que l'anglais parce qu'ils estiment que cela les désavantagerait que d'être bilingues dans leur langue maternelle et en anglais. Un autre facteur de taille, c'est la non-décolonisation des systèmes d'éducation et des structures au Canada. Il faut bien comprendre que le Canada est un pays colonisateur, un pays non décolonisé, contrairement, je ne sais pas si on prend l'exemple de l'Inde, puis si on parle de l'Empire britannique, puisque le Canada est une ancienne colonie britannique, dans le cas de l'Inde, l'accès à l'indépendance par l'Inde a entraîné la décolonisation des structures en Inde, c'est-à-dire c'est le peuple indien qui a pris en charge sa destinée politique, sociale et économique. Au Canada, aux États-Unis, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, qui sont autant d'anciennes colonies britanniques, ce n'est pas le cas. Il y a eu un accès à l'indépendance ou au statut de dominion et de confédération dans le cas du Canada, mais il n'y a pas eu à proprement parler de décolonisation des structures. Ce sont toujours les descendants des colons qui sont aux commandes, globalement, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Et cette non-décolonisation des systèmes et des structures est quand même très handicapant pour les peuples autochtones du Canada, notamment en matière de transmission de la langue à l'école. C'est une domination textuelle et discursive par des voix issues de la souche coloniale qui prévaut toujours au Canada. La question donc est quelle est la place pour sa langue, quelle est la place pour sa voix quand on est autochtone au Canada aujourd'hui. Dans un pays où la question du bilinguisme est constitutive de l'identité canadienne, puisque le Canada est officiellement à deux langues officielles, le français et l'anglais. Cette question du bilinguisme ne se pose pas dans les mêmes termes pour les autochtones au Canada. Pour les Canadiens non autochtones, elle se pose entre le français et l'anglais. Pour les Canadiens autochtones, la question du bilinguisme se pose entre leur langue maternelle autochtone et soit le français, soit l'anglais, en fonction de la zone géographique où ils résident. Le problème supplémentaire est pour les autochtones qui habitent le Québec.
les autochtones qui habitent le Québec sont triplement marginalisés, ceux qui sont francophones finalement. Ils sont marginalisés en tant qu'autochtones, ils sont marginalisés en tant que francophones au Canada, et ils sont marginalisés en tant qu'autochtones francophones au sein même des communautés autochtones du Canada. On comprend aisément le développement d'une sorte de schizophrénie linguistique parmi certaines communautés autochtones, ou en tout cas de phénomènes de diglossie. La diglossie, c'est-à-dire le fait qu'on n'utilise pas les deux langues à égalité, on crée des hiérarchies entre les deux langues, on ne parle de certaines choses que dans une langue et pas dans l'autre. La langue anglaise permet de parler, et la langue véhiculaire, mais ne permet pas de parler de certaines choses, etc. En tout cas, on comprend que la relation au bilinguisme est extrêmement compliquée parmi de nombreuses communautés autochtones. Je pourrais également parler du rôle des nouvelles technologies. J'ai lu un article récemment qui m'a vraiment convaincu, un article d'une chercheuse Innu, les Innu, donc peuple autochtone qui habite la vallée du Saint-Laurent au Québec et les bords du lac Saint-Jean, sur le rôle des nouvelles technologies dans l'isolement des enfants autochtones par rapport à leur culture et leur langue, notamment par rapport aux aînés. Les aînés sont ceux qui, traditionnellement, sont censés transmettre. Et dans son article, cette chercheure avance l'argument suivant. Elle dit maintenant les enfants autochtones tendent à aller chercher sur Internet des réponses et à ne plus demander aux aînés cette transmission des savoirs. C'est également lié, à mon avis, au déplacement de populations autochtones dans les grandes villes canadiennes. Vous voyez, c'est plus compliqué quand on est loin de la communauté où résident les aînés, de s'adresser aux aînés pour cette transmission de savoir et cette transmission des langues. C'est également lié à un phénomène de mondialisation qui tend vers une homogénéisation finalement, plus qu'une valorisation des diversités. Si on globalise, je pense que c'est un paramètre également qui est à prendre en compte. Cette tendance à sous-estimer l'importance des langues qui véhiculent des identités minoritaires, menacées, fragilisées, au profit d'une homogénéisation et d'un Canada qui tend, vous le savez, vers l'anglophonisation, puisque même la culture francophone au Canada est en net recul. Donc voilà pour les difficultés qu'on peut identifier pour aller rapidement. Quelles sont maintenant les politiques de revitalisation et de stratégie de survivance de ces langues au Canada? Eh bien, sur le plan fédéral, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, qui est l'organisme majoritaire représentant des Premières Nations au Canada, qui était à l'époque en 2015 Perry Bellegarde, a demandé au gouvernement canadien de reconnaître les plus de 70 langues autochtones utilisées au Canada comme langue officielle, au même titre et sur le même plan que le français et l'anglais. Vous vous doutez que sa demande est restée lettre morte, bien sûr. Cela veut-il dire que le gouvernement fédéral au Canada ne fait rien pour les langues autochtones? Non, ce serait faux de dire cela. Le gouvernement de Justin Trudeau avait été élu juste avant la cérémonie de clôture de la Commission de vérité et réconciliation. Les commissaires, dans leur rapport final, ont lancé 94 appels à l'action au gouvernement canadien pour tendre vers la réconciliation entre les peuples autochtones et la population non autochtone du Canada. À ce jour, 12 ou 13 ont été mis en place sur ces 94 appels à l'action. Justin Trudeau s'était engagé à tous les mettre en œuvre. Forcément, c'était un engagement pris un peu hâtivement, mais il a quand même proposé un projet de loi en 2019, le projet de loi C-91, présenté en première lecture donc au printemps 2019 à la Chambre des communes du Canada et qui a reçu la sanction royale, qui est devenue donc une loi en juin 2019. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est la reconnaissance du lien fondamental entre les langues autochtones, les identités et les territoires. On pourra revenir dessus un peu plus tard. Une équation essentielle à comprendre. Langue, identité, territoire, tout ça est indissociable pour les peuples autochtones du Canada. La reconnaissance de la contribution des autochtones à la richesse culturelle et linguistique du Canada est posée dans ce texte de loi. La reconnaissance de la diversité des cultures autochtones, ça c'est intéressant aussi, puisque cette diversité a été niée, a fait l'objet d'une négation pendant quand même plus d'un siècle. Et l'affirmation du droit à la langue, du droit à la traduction et du droit à l'interprétation pour les autochtones. Ça, c'est intéressant, mais c'est ni plus ni moins qu'une mise en conformité avec la loi constitutionnelle de 1982, qui prévoyait déjà le droit à la traduction et le droit à l'interprétation pour les autochtones, et à la déclaration sur le droit des peuples autochtones des Nations Unies, déclaration qui a été adoptée par les Nations Unies en 2007,
contre l'avis de 4 pays. Les 4 pays qui ont voté contre la déclaration sur les droits des peuples autochtones de 2007 aux Nations Unies sont les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le Canada, toutefois, en juin 2021, a promulgué la loi sur la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui a reçu la sanction royale. C'est-à-dire qu'en 2021, mais c'est quand même 14 ans après, le Canada a fini par être signataire de cette déclaration sur les droits des peuples autochtones. Donc ça, c'est assez positif. Mais cette loi qui vient d'être adoptée, vous l'avez compris, déjà est trop récente pour qu'on puisse en mesurer les effets réels sur les langues autochtones au Canada. Elle est également considérée comme trop vague par de nombreuses organisations autochtones. Quels seront les systèmes de financement pour encourager le développement et la survivance des langues autochtones au Canada? Quelles seront les règles d'harmonisation entre les politiques provinciales et territoriales, puisqu'au Canada, l'éducation est extrêmement décentralisée, elle est délocalisée aux provinces et aux territoires. Elle n'est pas gérée au niveau fédéral. Donc, quelle garantie y aura-t-il pour les autochtones qui habitent au Québec qu'ils auront la même accessibilité à leur langue et à la transmission de leur langue que pour les autochtones qui habitent dans les territoires du Nord-Ouest, par exemple? Et la question du droit à l'autodétermination qui est essentielle, c'est-à-dire que cette loi prévoit la création d'un commissariat aux langues autochtones. Le commissariat aux langues autochtones est une émanation du pouvoir fédéral. C'est une agence fédérale qui est financée par l'État et dans laquelle travaillent des fonctionnaires de l'État canadien. Et pour de nombreux collectifs autochtones, c'est une négation du droit à l'autodétermination, c'est-à-dire l'idée que c'est encore des non-autochtones qui vont décider pour les autochtones ce qui est mieux pour eux et quelle sera la meilleure manière de préserver leur langue et leur culture. Au niveau provincial ou territorial, il y a également quelques mesures. Alors le territoire le plus avancé, ce sont les territoires du Nord-Ouest. Dans les territoires du Nord-Ouest, depuis 1990, il y a 9 langues officielles, en plus du français et de l'anglais. 9 langues Nadene, Inuit-Aleut et le Nehiyawewen, la langue Cri, sont également des langues officielles des territoires du Nord-Ouest. La deuxième exception, c'est le Nunavut. Le Nunavut a été créé en 1999. C'est un territoire inuit. Et l'Inuktitut et l'Inuktun sont largement parlés au Nunavut et sont des langues officielles du Nunavut, au même titre que le français et l'anglais. Une initiative intéressante en 2022 en Nouvelle-Écosse, c'est-à-dire à l'est du Canada, la Nouvelle-Écosse a reconnu que la langue Mi'kmaq était la langue originelle de la Nouvelle-Écosse. Elle ne l'a pas déclarée langue officielle de la Nouvelle-Écosse, mais elle a reconnu que c'était la langue d'origine du territoire. On constate également la multiplication de programmes d'enseignement des langues autochtones dans les universités, les écoles qui accueillent des enfants autochtones ou pas parfois, surtout sur celles qui sont sur réserve. Et cela explique cette augmentation de ces programmes d'apprentissage des langues autochtones dans les universités et les écoles, explique peut-être qu'en dépit de la baisse, je vous l'ai dit, du nombre de locuteurs de langue maternelle autochtone, on enregistre une hausse de 7% en 2021 du nombre d'autochtones apprenant une langue autochtone. Ils ne se déclarent pas capables de la parler au stade d'apprentissage où ils en sont, mais en tout cas, on voit que de nombreux membres de communautés autochtones cherchent à renouer avec ces langues qui ont été perdus ou dilués dans le processus de désindianisation et de déculturation des Amérindiens et des Inuits au Canada. Cela pose également la question du problème des enfants autochtones qui grandissent dans les contextes urbains, de l'isolement par rapport à leur communauté d'origine, par rapport aux aînés, je vous l'ai dit. Par exemple, je pense au travail d'une anthropologue québécoise qui a travaillé auprès de jeunes Algonquins et de jeunes Inuits au Québec, donc, et elle a mis en avant le fait que ces jeunes identifiaient tout ce qui se passait sur le territoire ancestral comme étant Inuit ou étant Algonquin, et tout ce qui se passait sur le territoire urbain comme étant extérieur aux identités autochtones. Ce qui n'est pas forcément le cas. On peut très bien être autochtone, on peut très bien construire son identité autochtone en habitant Montréal, en habitant Québec, en habitant Vancouver, à condition de maintenir un lien avec le territoire. On en revient à l'équation territoire, identité, langue qui est essentielle. On pourrait parler au niveau tribal
d'initiatives intéressantes également. En dépit de la déclaration donc, des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, il y a eu peu d'avancées au Canada en matière de décolonisation de l'éducation des autochtones. Ce qui prévaut, je vous l'ai dit, c'est encore le modèle provincial. Chaque province et chaque territoire organise son éducation. Et trop souvent, les langues et les cultures autochtones font l'objet d'un saupoudrage sur les programmes universitaires ou les programmes scolaires, sans qu'il y ait une véritable décolonisation des savoirs et des modes de transmission, c'est-à-dire une mise en avant dans certains contextes de modes de transmission des savoirs qui soient propres aux cultures autochtones concernées et qui ne soient pas calqués sur le modèle européen, finalement, de transmission des savoirs. Voilà. Donc ça serait intéressant, la réflexion est amorcée au Canada, ça serait intéressant de voir dans 10-15 ans où on en sera de l'éducation des autochtones au Canada, l'éducation des autochtones pour les autochtones, par les autochtones, ça serait quelque chose d'intéressant tout de même. Il n'y a pas, contrairement aux États-Unis, de collèges tribaux. Aux États-Unis, il y a des universités tribales, il n'y a pas de Wananga comme en Nouvelle-Zélande. Les Wananga, ce sont les écoles maoris en Nouvelle-Zélande qui sont gérées par les maoris. L'enseignement se fait en maori. Il y a de l'anglais également, mais l'enseignement se fait en maori et les modes de transmission sont les modes ancestraux maoris. Donc ça, c'est intéressant, mais il n'y en a pas au Canada. Il y a bien une université des Premières Nations dans la Saskatchewan, mais elle est rattachée à l'université de Regina, qui est une université non autochtone. Elle est même sous la tutelle financière. Il y a eu un scandale financier en 2005. Elle est sous la tutelle financière de l'université de Regina. Donc encore une fois, le problème de l'autodétermination se pose. Et il y a une institution Cayuna au Québec, qui est une école autochtone, qui est financée par le gouvernement québécois essentiellement, et non par le gouvernement fédéral canadien, et qui n'accueille qu'une 50aine d'étudiants sur 2 programmes d'études, donc qui ne touche pas quand même un nombre significatif d'autochtones, qui a le mérite d'exister, mais qui ne touche pas un nombre significatif d'autochtones. Donc vous voyez, il y a des initiatives au niveau fédéral, il y a des initiatives au niveau provincial, territorial, il y a des initiatives au niveau tribal, mais qui restent timides, insuffisamment financées. On constate un manque de cadre législatif et un manque de règles claires sur le financement et les modalités de mise en œuvre de ces politiques de redynamisation des langues autochtones au Canada, et une situation qui est toujours quand même extrêmement préoccupante. Loin d'être rassurante, elle est même alarmante. On a vu que les chiffres sont assez alarmants. Des politiques émergent timidement pour assurer la redynamisation de ces langues, nous l'avons vu. Leur extinction serait dramatique parce que leur extinction signifierait la rupture de cette équation langue, territoire, identité dont j'aurais aimé vous parler beaucoup plus en détail, mais je vois qu'il ne me reste que 3 minutes. Donc je n'aurai pas le temps de vous parler de tous ces auteurs autochtones dont j'aurais voulu parler qui contribuent à la redynamisation et à la survivance des langues autochtones au Canada. Il y a les politiques publiques, il y a les politiques tribales, les politiques économiques, culturelles, et il y a le rôle des artistes dans la transmission des savoirs et des langues autochtones au Canada. Et les artistes autochtones, aujourd'hui, sont très présents au Canada, trouvent des maisons d'édition qui relaient leur discours, écrivent Thompson Highway, que je vous ai mis en photo sur la diapo. Vous pouvez lire son roman Kiss of the Fur Queen en anglais. Et si vous voulez lire la traduction en français, Le baiser de la reine blanche, c'est un ancien élève des pensionnats indiens, c'est un survivant des pensionnats indiens, et qui a développé une virtuosité avec la langue anglaise vertigineuse, et il manipule la langue anglaise pour faire entendre sa langue maternelle, le Nehi-Yawewin, dans le texte en anglais. Vous voyez, c'est prodigieux. Je n'ai pas trop le temps, je pourrais en parler dans les questions. J'avais préparé des exemples. On ne va pas avoir le temps, hélas. C'est toujours pareil, je laisse les auteurs pour la fin, et en fait, je n'ai jamais le temps de vraiment en parler. Mais c'est extrêmement intéressant la manière dont il instrumentalise la langue du colonisateur. Il a fait des études d'anglais après le pensionnat dans une université ontarienne pour faire vivre les rythmes de la langue cri, les légendes cri qui s'insèrent dans le roman, pour la tradition orale, le récit oral, tout ça, on l'entend dans le roman de Highway, vous voyez, c'est assez intéressant. Il écrit en anglais parce que pour être lu au Canada et entendu, il faut bien qu'il publie en anglais. S'il publie en Nehi-Yawewin, il aura un lectorat moindre et donc il sera moins audible, mais
il fait résonner sa langue dans le texte. Une deuxième auteure dont, vous voyez, il y a des jeux de mots sur les toponymes, il y a des jeux de mots sur les noms des personnages dans le roman. Par exemple, Wuchushkushsk, qui est le nom d'une ville, d'une petite ville, il redéfinit la carte du Canada en inventant des toponymes, en redonnant leur nom autochtone à des toponymes qui ont été débaptisés et qui ont reçu un nom anglais lors de la colonisation, et en inventant des toponymes qui n'existent pas et qui sont des jeux de mots. Wuchushkushik, ça veut dire anus de rat musqué en Nehiyawiwin. Donc vous voyez, alors c'est souvent scatologique parce que l'humour scatologique et la relation à la scatologie chez les Nehio, les Cris et les Inuits est quelque chose d'important sur le plan culturel, mais il n'y a qu'un locuteur du Nehiyawiwin ou quelqu'un qui s'intéresse à cette langue qui perçoit le jeu de mots, vous voyez. Dans le « Je vous salue Marie » que vous voyez projeté, qui est une traduction en fait, le petit Indien canadien doit réciter le « Je vous salue Marie », il ne comprend pas un mot, donc « Hello Mary, Mother of God, play for Rashini », c'est une bouillie de son, et dans cette bouillie de son, il reconnaît un mot dans sa langue cri, il croit reconnaître un mot, c'est « Usinis ». Usinis, ça veut dire caillou en cri. Et il se dit, mais pourquoi cette Mother of God, ce murmure de morue en anglais, au lieu de Mother of God, la mère de Dieu, a-t-elle besoin d'un caillou, a pebble? Et en fait, ce qui est assez drôle également, c'est que Usinis, si on pousse plus loin, il y a un triple entendre. Usinis sert également à désigner les testicules en langue cri. C'est un mot familier pour les testicules. Donc, vous voyez, on est sur un triple niveau de lecture qui n'est perceptible que si on s'intéresse à cette langue qu'on appelle donc mineure, finalement, qui sont les langues mineures. Voilà. Et je vais terminer en vous parlant de Joséphine Bacon, mais très brièvement. C'est un crève-cœur, mais je vais devoir passer très vite. Elle est Innu, Joséphine Bacon, et elle écrit, elle, en des recueils bilingues. La page de gauche en français, la page de droite en Inuaimun, qui est sa langue maternelle. Mais elle a été scolarisée au pensionnat à l'âge de 5 ans. Elle a passé 15 ans au pensionnat de Maliotenam, au Québec, au bord du Saint-Laurent. Elle n'est jamais rentrée dans sa famille en 15 ans, Joséphine Bacon. Donc elle a vécu au pensionnat. Elle a réussi à garder le lien avec sa langue Innu en parlant en secret avec des enfants de la réserve proche du pensionnat de Maliotenam. Et elle est partie vivre à Montréal après, et elle a renoué avec sa langue Innu en revenant dans la toundra. Le Nutchmit. Le Nutchmit, c'est le territoire ancestral des Inuits, le territoire de chasse des Inuits dans la toundra, dans le nord québécois, entre le Québec et le Labrador. Et elle est celle qui explique le mieux cette relation entre le territoire, la langue et l'identité. Elle explique qu'on ne peut pas être Innu si on n'a pas été dans le Nutchmit. Voilà. Que la langue du territoire, ce n'est pas la langue de la réserve. La langue de la réserve, c'est une langue figée, c'est une langue qui est maintenant écrite, qui a été codifiée par les Occidentaux, les grammaires que les missionnaires ont élaborées, et les lexiques élaborés par les missionnaires, alors que les Inuits sont un peuple marcheur, sont un peuple nomade, et la langue en marche, la langue mouvante, la langue qui évolue et qui définit l'identité Innu, c'est la langue de la toundra, la langue de Nutchmit, qui était en train de disparaître. Et dans sa poésie, elle l'a fait vivre parce qu'elle l'écrit dans le texte en Inuaimun sur la page de droite, mais parce qu'également, par le biais de l'hétérolinguisme, elle fait apparaître ces mots en Inuaimun dans le texte en français. L'inverse ne se produit jamais. Les mots en français ne migrent jamais vers la page en Inuaimun dans les recueils de Joséphine Bacon. Donc, lisez Bâton à message, Un thé dans la toundra, Nichipim n'était mouchwat ou Yesh, quelque part, le dernier recueil de Joséphine Bacon. C'est une poésie qui est d'une simplicité extraordinaire au niveau du lexique employé et des constructions syntaxiques, mais qui est d'une clarté, d'une limpidité et d'une force incroyable et qui contribue beaucoup à redynamiser la langue Innu, qui est une langue qui est en voie d'extinction au Canada. C'est ce qu'on appelle la survivance des langues et non leur survie. Voyez, leur survie, ce sont certainement les politiques mises en place. La survivance, c'est un concept qui a été développé par Gérald Wiesenor. Gérald Wiesenor, c'est un Anishinaabe, c'est un chercheur et romancier Anishinaabe états-unien qui a développé ce concept. Il dit la survivance, c'est le refus de la victimisation, mais le refus de l'hégémonie des systèmes occidentaux et des discours occidentaux. Et c'est exactement ça. Cesser d'être une victime, on a été victime des pensionnats indiens comme Joséphine Bacon ou Thomson Highway, parce qu'on y a subi des politiques répressives sur le plan culturel notamment, et la destruction de son identité. Mais on dépasse ce statut, on refuse de se laisser enfermer dans ce statut, mais on refuse également l'hégémonie des discours coloniaux, et on déconstruit ces discours coloniaux de l'intérieur, c'est-à-dire que les langues autochtones et les cultures autochtones surgissent de l'intérieur du roman,
de l'intérieur de la langue anglaise dans les textes de Joséphine Bacon et de Thomson Highway. Et c'est ça qui fait leur force. Et moi, je place beaucoup d'espoir dans le travail de ces auteurs et d'une génération de jeunes auteurs qui n'a pas connu les pensionnats indiens directement, mais dont les parents les ont connus, qui sont extrêmement dynamiques et qui œuvrent énormément au Canada à redynamiser, à revitaliser et à la survivance des langues autochtones. Je vous remercie beaucoup.